Ce fut la chose la plus rebelle que j'ai faite adolescente. Dans ma famille, il y avait une règle. J'avais besoin de la permission de ma jumelle pour recevoir une aide médicale. Je regardais Vanessa répéter son discours d'anniversaire quand mes poumons se sont contractés. J'ai attrapé mon inhalateur sur la table basse, mais maman me l'a arraché. « Vanessa, Ellie en a besoin ?» Ma jumelle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Elle l'a utilisé au déjeuner, ça va. Tu as entendu ta sœur ?» Maman a fourré mon inhalateur dans son sac. Pas de recherche d'attention aujourd'hui. C'est le 16e anniversaire de Vanessa. La règle était en place depuis que nous avions 12 ans. Le jour où j'ai simulé une pneumonie pendant le récital de ballet de Vanessa. Je ne l'avais pas simulé, mais Vanessa a dit que si. Alors c'est devenu la vérité. À partir de ce moment-là, chaque mal de tête, chaque fièvre, chaque crise d'asthme devait être vérifié par la jumelle dorée. Je n'arrive pas à respirer. Le sifflement commençait. Ce son sifflant que mon médecin appelait « la sirène de ton corps ». « Ellie ». La voix de papa retentit depuis la porte. « Que faisons-nous quand tu dis que tu es malade ?» Je connaissais le scénario. « Demande d'abord à Vanessa. » Et qu'est-ce que Vanessa a dit ? Vanessa a finalement levé les yeux, agacée. J'ai dit que ça va. « Mon Dieu, Ellie, tu dois faire en sorte que ma journée tourne autour de toi ?» Ma poitrine se serrait comme si quelqu'un était assis dessus. Chaque respiration donnait l'impression de sucer de l'air à travers une paille à café. « S'il te plaît, » haltai-je. « J'ai besoin d'aller à l'hôpital, maman. »« Vanessa » siffla-t-elle. « Elle recommence, fais-la arrêter. » Maman se précipita pour consoler Vanessa. « Ne t'inquiète pas, chérie. »« Ellie, va dans ta chambre si tu vas agir comme ça. L'éclaireuse de mannequin va arriver bientôt. » J'ai essayé de me lever. Mais j'ai dû m'agripper au canapé. Mes ongles commençaient à devenir bleus. « Regarde !» J'ai levé mes mains. Vanessa a ri. Elle les a probablement peints en bleu. Tu te souviens quand elle a fait semblant de s'évanouir à mon récital ? Je ne l'avais pas simulé. J'avais eu une crise d'asthme, mais Vanessa a dit à tout le monde que j'étais jalouse, alors mes parents ont refusé de quitter sa performance. La sonnette a retenti. Les invités à la fête ont commencé à arriver. « Ellie, disparais !» ordonna papa. « L'éclaireuse de mannequin de Vanessa arrive. Nous n'avons pas besoin de toi sifflant en arrière-plan. » Je ne pouvais pas bouger. Mes poumons travaillaient heures supplémentaires, visibles à travers ma chemise. Chaque respiration était une bataille que je perdais. « Maman, s'il te plaît, » haltai-je. « J'ai besoin d'aller à l'hôpital. »« Vanessa, » appela maman doucement. « Ta sœur demande à aller à l'hôpital. Qu'en penses-tu, Vanessa ?» Elle s'est tenue juste devant moi, bloquant la vue de mes parents. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose clignoter dans ses yeux. « Elle fait semblant », annonça Vanessa à voix haute. « Elle est juste fâchée parce que Ted va venir. »« Ted ?» Mon ami d'enfance que Vanessa a volé juste parce qu'elle le pouvait. « Je le savais !» cria maman. « Ellie, arrête ça immédiatement. » C'est alors que j'ai commencé à cracher du sang. La meilleure amie de Vanessa, Jenny, est entrée et s'est figée. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Ellie ?»« Rien, » dit Vanessa rapidement. Elle fait du dramatique. « Vanessa, elle crache du sang. » Non, elle n'en crache pas. Vanessa se plaça à nouveau devant moi. « Tout est parfait. Va aider avec les décorations. » Mais Jenny étudiait la médecine. Elle a poussé Vanessa et m'a saisi le poignet. Son pouls s'accélère. C'est une urgence médicale. Nous ne faisons pas d'urgence médicale sans l'approbation de Vanessa, dit papa comme si c'était la chose la plus normale du monde. Règle de la maison. Quoi ? Jenny regarda horrifiée. Vanessa connaît mieux Ellie, expliqua maman. Elle peut dire quand Ellie est vraiment malade par rapport à quand elle fait semblant. Fait semblant ? Jenny était déjà en train de composer le 911. Elle est en insuffisance respiratoire. Donne-moi ce téléphone. Papa se jeta dessus. Monsieur Litt, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est en train de mourir. Vanessa. Maman se tourna désespérément vers ma jumelle. Est-ce qu'Ellie est en train de mourir ? Vanessa hésita. L'attention n'était plus sur elle à son anniversaire. De ma faute encore. Non, dit Vanessa fermement. Elle ne meurt pas. Elle fait ça à chaque fois que quelque chose d'important m'arrive. C'est alors que j'ai arrêté de respirer complètement. Le silence fut immédiat. Ellie. La voix de Vanessa vacilla légèrement. Arrête, les gens arrivent. Vanessa. Elle ne respire pas, cria Jenny. Elle retient son souffle, insista Vanessa, mais sa voix se brisa. Elle est très déterminée à gâcher ma fête. Je suis tombée en avant du canapé. Le choc en touchant le sol aurait dû faire mal. Mais je ne sentais plus rien.
Appelez le 911. Jenny faisait des compressions thoraciques maintenant. Mais Vanessa a dit... commença maman. Peu importe ce que Vanessa a dit. D'autres invités arrivaient. J'entendais des cris, de la consternation. Quelqu'un criait à propos de trouver mon inhalateur. C'est la faute d'Ellie. Vanessa sanglotait. Elle fait toujours ça, toujours. Ta sœur est en train de mourir, cria Jenny. Aide-moi! Papa essaya de repousser Jenny. Vanessa a dit que ça va. À travers l'obscurité qui s'estompait, j'ai entendu la voix de Ted. Monsieur Litt, qu'est-ce que vous faites? Elle est bleue. Elle est vraiment bleue. La dernière chose que j'ai entendue fut Vanessa crier. Tu es censé être de mon côté. Je me suis réveillée 3 jours plus tard en soins intensifs. Le médecin a dit que j'avais été cliniquement morte pendant 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles mes parents ont attendu la permission de Vanessa pour me sauver. Mes parents ne pouvaient pas me regarder. Ils n'arrêtèrent pas de dire « Vanessa a dit que ça allait ». Encore et encore. Mais Jenny savait la vérité. Ted savait. Tous les invités à cette fête le savaient. Et nous allions les détruire. Les machines autour de mon lit continuaient de biper à un rythme régulier lorsque j'ai rouvert les yeux et que j'ai trouvé le médecin debout là, avec son bloc-notes et une expression très sérieuse sur son visage. Il a sorti une chaise près de mon lit et a commencé à expliquer comment j'avais eu mon insuffisance respiratoire. Si grave que mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes complètes. Et ces 4 minutes sans oxygène signifiant qu'il devait me surveiller de très près pour détecter tout dommage durable à mon cerveau ou à d'autres organes. Son stylo bougeait sur les papiers pendant qu'il notait mes réponses à ses questions, sur si je pouvais sentir mes doigts et mes orteils, et si je me souvenais de mon anniversaire, et si je pouvais compter à rebours à partir de 10. Le médecin a ensuite mentionné quelque chose qui a serré ma poitrine d'une manière différente lorsqu'il a dit que l'hôpital avait déjà signalé mon cas au service de protection de l'enfance, car plusieurs témoins à la fête avaient signalé que mes parents avaient refusé de permettre à quiconque d'appeler une aide médicale même pendant que je mourais. Il a expliqué que quelqu'un des services de protection de l'enfance viendrait me parler une fois que je serais plus stable, mais que l'hôpital était légalement obligé de signaler ce qui s'était passé, car cela ressemblait à une négligence médicale. Mes parents sont apparus environ 1 heure plus tard, et maman a immédiatement commencé à verser ses grosses larmes dramatiques sur combien elle était inquiète, tandis que papa continuait de répéter encore et encore qu'il pensait que je faisais juste du dramatique, comme je le faisais toujours lors des événements importants de Vanessa. Il voulait m'emmener à la maison immédiatement, mais le médecin est intervenu et leur a dit fermement que j'avais besoin d'au moins une autre semaine d'observation compte tenu de la gravité de mon arrêt cardiaque et de la possibilité de complications. Après que le médecin soit parti voir d'autres patients, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Et quand l'infirmière est entrée, je lui ai tout raconté sur la règle qui était en place depuis que j'avais 12 ans, où j'avais besoin de la permission de Vanessa pour toute attention médicale, y compris l'utilisation de mon inhalateur ou la visite chez le médecin. Ses yeux se sont écarquillés et elle a saisi son bloc-notes et a commencé à noter tout ce que j'ai dit, tout en me demandant de répéter certaines parties. Et elle n'arrêtait pas de secouer la tête et de murmurer qu'elle devait ajouter tout cela à mon dossier médical officiel immédiatement. Le lendemain, Jenny et Ted sont apparus ensemble, et ils se sont tous deux assis de chaque côté de mon lit, promettant qu'ils feraient des déclarations officielles sur tout ce qu'ils avaient vu à la fête. Jenny a sorti ce carnet où elle avait noté tous mes signes vitaux d'avant l'arrivée de l'ambulance, en utilisant ses connaissances médicales de ses cours de pré-médecine. Et Ted m'a montré son téléphone où il avait enregistré quelque chose de ce qui s'est passé, y compris mon père essayant physiquement d'empêcher Jenny d'appeler le 911. 2 jours plus tard, une femme nommée Gabriela Reyes des services de protection de l'enfance est venue m'interviewer, et elle a été très gentille mais très minutieuse dans ses questions sur la règle de permission médicale et combien de temps elle était en vigueur. Elle a pris des photos de toutes les vieilles cicatrices sur mes bras dues à des réactions allergiques non traitées qui s'étaient infectées et a noté chaque incident dont je pouvais me souvenir où Vanessa m'avait refusé des soins médicaux pour des choses comme une angine streptococcique et un doigt cassé et une intoxication alimentaire grave. Le lendemain matin, le docteur Arthur Keller, un pneumologue, est venu évaluer mon asthme et a passé plus d'1 heure à m'apprendre à créer un plan d'action détaillé qui ne nécessitait la permission de personne d'autre que la mienne pour le suivre. Il m'a montré la bonne façon d'utiliser mon inhalateur avec un espaceur et m'a donné cet appareil appelé débitomètre de pointe qui me permettrait de suivre ma respiration tous les jours afin que je puisse détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux.
Mes parents sont revenus me rendre visite 2 jours plus tard et cette fois, ils m'ont beaucoup fait pression pour que je dise à tout le monde que j'avais exagéré ce qui s'était passé et que notre famille n'avait pas besoin de ce genre d'attention de la part des services de protection de l'enfance ou de la police. J'avais mon téléphone caché sous la couverture, enregistrant tout pendant que papa se penchait près et disait qu'il me rendrait la vie absolument misérable si je ne cessais pas de coopérer avec l'enquête et ne rentrais pas à la maison comme si de rien n'était. Alors que j'étais coincée au lit à l'hôpital, j'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai vu que Vanessa avait posté des dizaines de photos de sa fête de 16e anniversaire, agissant comme si de rien n'était avec des légendes sur la meilleure nuit de ma vie et sa rencontre incroyable avec l'éclaireuse de mannequins. Les commentaires étaient divisés entre les personnes qui demandaient si j'allais bien car elles avaient entendu dire que j'avais été emmenée en ambulance, et d'autres qui croyaient à son histoire selon laquelle je faisais semblant pour attirer l'attention lors de sa journée spéciale. Et voir ces images parfaites et éditées, alors que j'avais des voies intraveineuses dans les bras et des moniteurs d'oxygène aux doigts, me donnait physiquement la nausée. Jenny a passé des heures à l'hôpital à écrire cette déclaration super détaillée sur tout ce dont elle avait été témoin, y compris toutes les observations médicales sur mes lèvres et mes ongles bleus, et comment ma respiration s'était complètement arrêtée, et combien de temps il avait fallu à mes parents pour enfin permettre à quelqu'un d'appeler le 911. Elle a fait des copies de tout et en a donné une au service de protection de l'enfance et une autre au détective de police qui avait été chargé d'enquêter sur ce qui s'était passé. Et elle m'a dit qu'elle témoignerait au tribunal si nécessaire car ce qu'elle a vu était une négligence criminelle qui m'a presque tuée. Le lendemain matin, Gabriella est revenue dans ma chambre d'hôpital avec une épaisse chemise et s'est assise près de mon lit. Elle a expliqué que les services de protection de l'enfance mettaient en place un plan de sécurité d'urgence, ce qui signifiait que je ne pouvais pas rentrer chez moi avec mes parents avant qu'ils aient fini d'enquêter sur tout. Elle m'a demandé si j'avais des parents ou des amis sûrs qui pourraient m'accueillir pendant un certain temps. J'ai pensé à mes tantes et oncles, mais ils vivaient tous trop loin ou avaient toujours été du côté de mes parents sur le fait que Vanessa était parfaite. Jenny m'envoyait des messages depuis ce matin, et quand j'ai mentionné que j'avais besoin d'un endroit où rester, elle a immédiatement appelé sa mère, qui a dit oui sans hésiter. Gabriella a dû faire des vérifications d'antécédents des parents de Jenny et faire une visite à domicile pour s'assurer que leur maison était sûre, ce qui a pris 3 jours de paperasse et d'appels téléphoniques. L'assistante sociale est venue inspecter la maison de Jenny, vérifiant qu'il y avait une chambre adéquate pour moi et posant des tonnes de questions à ses parents sur leurs horaires de travail et s'ils comprenaient dans quoi ils s'engageaient. Une fois que tout a été approuvé, le père de Jenny a conduit son camion à la maison de mes parents pour m'aider à emballer mes affaires. Mes parents se tenaient à la porte avec des visages en colère pendant que je prenais des vêtements, des livres et mon ordinateur portable de l'école dans ma chambre. Maman n'arrêtait pas de dire que tout cela était un énorme malentendu et que je devrais simplement rentrer à la maison où j'appartenais. Mais Gabriella était là pour s'assurer qu'ils n'essayaient pas de m'empêcher de partir. Papa a croisé les bras et m'a dit que je faisais une grosse erreur qui détruirait notre famille. Mais j'ai continué à emballer des boîtes et à les charger dans le camion. Vanessa regardait par la fenêtre de sa chambre à l'étage, et je pouvais la voir taper sur son téléphone, lui racontant probablement à tout le monde sa version de ce qui se passait. Après avoir tout chargé, la mère de Jenny avait déjà préparé la chambre d'amis avec des draps neufs et avait vidé la moitié de l'armoire pour mes vêtements. La semaine suivante, j'ai dû rencontrer la conseillère scolaire, Megan Watson, qui avait un petit bureau rempli d'affiches de motivation et d'un bol de bonbons sur son bureau. Elle a cherché mon emploi du temps en classe sur son ordinateur et a commencé à prendre des notes sur quel professeur devait être informé de ma situation et quelles adaptations j'aurais besoin. Elle s'est assurée que j'avais l'autorisation de transporter mon inhalateur partout et que je pouvais quitter n'importe quelle classe si je commençais à avoir des problèmes pour respirer sans avoir à demander la permission. Elle a également fixé des délais prolongés pour tous les devoirs que j'avais manqués à l'hôpital et a organisé que je déjeune dans son bureau si la cafétéria me semblait trop écrasante. Ted m'a envoyé un message ce soir-là disant qu'il avait trouvé quelque chose que je devais voir. Et quand nous nous sommes rencontrés à la cafétéria près de l'école, il m'a montré des captures d'écran d'il y a 2 ans. C'étaient des messages entre lui et Vanessa où elle riait de la façon dont elle m'avait supplié de la laisser voir un médecin pour une angine streptococcique, et elle avait dit non juste pour voir combien de temps je souffrirais. Elle avait écrit « C'est tellement drôle qu'elles doivent me demander la permission pour tout ce qui était médical avec des émojis rieurs. » Et Ted avait tout gardé car même alors, quelque chose lui semblait étrange. Il a tout transféré à l'email de Gabriella pendant que nous étions assis là, et il a promis qu'il témoignerait de ce qu'il a vu à la fête et de ses vieux messages s'ils en avaient besoin. Le docteur Keller a programmé un autre rendez-vous
où il a passé plus d'1 heure à m'apprendre à utiliser correctement ce débitmètre de pointe, me montrant comment souffler dedans 3 fois chaque matin et soir et enregistrer les chiffres sur un graphique spécial. Il a expliqué que les lectures normales pour une personne de mon âge devraient être comprises entre 380 et 400, mais que les miennes n'atteignaient que 250 en raison de tous les dommages causés par des attaques non traitées au fil des ans. Il m'a montré les zones sur le graphique. Vert signifiant que j'allais bien, jaune signifiant que je devais faire attention et peut-être utiliser mon inhalateur de secours, et rouge signifiant que je devais aller à l'hôpital immédiatement. Pour la première fois en 4 ans, j'ai pu suivre ce qui se passait dans mes poumons au lieu d'attendre que Vanessa décide si j'étais assez malade. Ce même jour, quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran de notre chat de groupe scolaire où les gens demandaient si j'allais bien, car ils avaient entendu dire qu'une ambulance était allée à la fête de Vanessa. Vanessa avait répondu en disant que je restais chez des amis pendant un certain temps parce que je voulais de l'attention et que tout le monde devait arrêter de répandre des rumeurs sur notre famille. Un tas d'enfants ont répliqué en disant qu'ils avaient entendu de personnes à la fête qu'en fait j'avais arrêté de respirer et j'avais failli mourir. Mais Vanessa insistait toujours sur le fait que tout était exagéré et que j'allais bien. Elle a écrit que je l'avais toujours enviée et que ce n'était qu'une autre tentative pour gâcher quelque chose d'important pour elle. Gabriella m'a appelé quelques jours plus tard et m'a demandé d'aller au bureau des services de protection de l'enfance, où elle m'a assise dans la petite salle avec des lumières fluorescentes et m'a expliqué comment allait se dérouler toute l'enquête. Elle a dit qu'ils envisageaient d'éventuelles accusations criminelles contre mes parents pour mise en danger d'un mineur et négligence médicale. Mais elle m'a averti que cela pourrait prendre des mois d'entretien et de rendez-vous judiciaires. Elle m'a demandé si j'étais prête pour un processus aussi long et si je comprenais que mes parents pourraient faire face à de la prison ou au moins à une mise à l'épreuve si des accusations étaient portées. 2 semaines après ma sortie de l'hôpital, je suis finalement retournée à l'école et traverser ces portes d'entrée donnait l'impression que tout le monde me regardait et chuchotait sur ce qui s'était passé. En 3e période, ma poitrine a commencé à se serrer et j'ai pu sentir le sifflement familier commencer. Mais cette fois, j'ai simplement sorti mon inhalateur et je l'ai utilisé là, en classe, sans demander la permission de personne. L'attaque s'est terminée en quelques minutes et mon professeur n'a même pas remis en question car Megan avait déjà informé tout le monde de mon plan médical. Plus tard dans la semaine, une épaisse enveloppe est arrivée à la maison de Jenny de l'hôpital. Et à l'intérieur, il y avait une copie de tous mes papiers de sortie, y compris les notes officielles de l'infirmière. Lire les termes médicaux était étrange, mais validant. Voir des mots comme détresse respiratoire sévère et négligence médicale présumée, et service de protection de l'enfance signalé en raison du refus des parents de chercher un traitement. La page suivante contenait plus de détails sur mes 4 minutes d'arrêt cardiaque et comment la RCP de Jenny m'avait probablement sauvé la vie avant l'arrivée des ambulanciers. À la fin, le médecin de garde avait écrit que mes parents avaient fait preuve d'un manque de réponse appropriée, préoccupant face à une urgence médicale potentiellement mortelle, et avait recommandé une intervention immédiate des services de protection de l'enfance. Puis, le vendredi après-midi, j'ai reçu un email du directeur disant que mes parents avaient demandé une réunion pour discuter de ce qu'ils appelaient des malentendus et des rumeurs sur la situation de notre famille qui affectait Vanessa à l'école. La réunion était prévue pour le jeudi suivant, et rien que d'y penser à m'asseoir dans la même pièce avec eux pendant qu'ils essayèrent de tout déformer me donnait la nausée. Megan a promis qu'elle serait avec moi et a dit que je n'avais pas à y aller si je ne me sentais pas en sécurité. Mais je savais que je devais les affronter et dire la vérité sur ce qu'ils avaient fait. 2 jours avant la réunion, Megan m'a appelé dans son bureau après l'école et nous avons passé 3 heures à passer en revue tout ce qui pourrait arriver. Elle a sorti cette épaisse chemise avec des papiers sur les droits des étudiants et a commencé à marquer des sections avec des notes adhésives, tout en expliquant comment mes parents ne pouvaient pas me forcer à partir avec eux, ni à signer quoi que ce soit. Elle m'a montré où m'asseoir dans la salle de conférence pour être plus près de la porte et a écrit des phrases que je pouvais utiliser s'ils commençaient à crier ou à essayer de me faire sentir coupable. Ses mains bougeaient rapidement sur les papiers, mettant en évidence des parties sur l'autonomie médicale pour les mineurs en cas d'abus. Et elle s'est entraînée avec moi à rester calme en comptant mes respirations si les choses devenaient intenses. Elle a promis qu'elle s'assierait juste à côté de moi et prendrait des notes sur tout ce qu'il dirait. Et si j'avais besoin d'une pause, je devais juste lui toucher le bras 2 fois et nous sortirions de la pièce immédiatement. Le lendemain matin, Jenny est venue me chercher avant la première période et m'a donné une enveloppe en manille avec sa déclaration officielle dedans. Je me suis assise par terre dans le couloir et j'ai lu 4 pages de termes médicaux décrivant mon état ce jour-là, avec des chiffres spécifiques de mon rythme cardiaque et de mes schémas respiratoires que j'avais observés.
Elle avait écrit que mes lèvres étaient cyanosées et que mes lits d'ongles présentaient une grave privation d'oxygène, utilisant tout le langage clinique de ses cours de prémédecine, qui rendait tout encore plus grave. À la fin, elle l'avait signé et daté avec une note disant qu'elle avait déjà donné des copies à Gabriella et aux détectives qui enquêtaient sur l'affaire. Après la chimie mercredi, je rangeais mes livres dans mon casier quand Vanessa est apparue derrière moi et a claqué la porte. Elle a saisi mon poignet et l'a tordu, exigeant que je dise à tout le monde que j'allais bien et que tout avait été exagéré. J'ai essayé de me libérer, mais elle a enfoncé davantage ses ongles, me laissant ses marques rouges sur la peau tout en sifflant qu'elle me ruinait la vie pour rien. Quand j'ai finalement tiré mon bras et que j'ai commencé à m'éloigner, elle m'a attrapé par l'épaule et m'a retourné si fort que mes livres sont tombés partout. D'autres enfants dans le couloir se sont arrêtés pour regarder pendant qu'elle criait que je l'avais toujours enviée, et que c'était juste ma dernière tentative pour lui voler l'attention. J'ai ramassé mes livres sans rien dire et j'ai marché directement à l'infirmerie, où elle a photographié les marques d'ongles sur mon bras et a rédigé un rapport d'incident. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de parcourir les réseaux sociaux, lisant commentaire après commentaire sur la fête. Certains enfants qui y étaient ont écrit avoir vu mon corps devenir bleu sur le sol, pendant que mes parents restèrent là à discuter avec Jenny au lieu d'aider. D'autres, principalement des amis de Vanessa, ont publié que j'avais toujours été dramatique et que j'avais probablement tout planifié pour gâcher son anniversaire. Une fille de ma classe d'anglais a écrit un long message disant qu'elle m'avait vu avoir des crises d'asthme à l'école auparavant et qu'elles étaient définitivement réelles, pas fausses comme l'affirmait Vanessa. Les discussions dans les commentaires sont devenues désagréables avec des gens prenant parti et partageant des captures d'écran de vieilles publications où Vanessa avait mentionné le contrôle de mes décisions médicales. Le jeudi est arrivé et je me suis assise dans la salle de conférence entre Megan et le directeur pendant que mes parents entraient avec leur avocat. Maman a immédiatement commencé à pleurer, disant que j'avais toujours été difficile et sujette à l'exagération, tandis que papa répétait sans cesse que Vanessa me comprenait mieux que quiconque. Ils ont insisté sur le fait que la règle de permission n'était que leur façon de m'empêcher de chercher des soins médicaux inutiles pour des problèmes mineurs. J'ai attendu qu'ils aient en fini leur discours, puis j'ai calmement expliqué comment la règle avait commencé quand j'avais 12 ans, et j'ai énuméré des moments précis où Vanessa m'avait refusé des soins médicaux. Le visage du directeur a changé en décrivant comment j'ai attendu 6 heures avec un doigt cassé parce que Vanessa était à une soirée pyjama et ne voulait pas s'embêter à donner la permission. Quand j'ai mentionné la fois où j'ai eu une angine streptococcique pendant 2 semaines, parce que Vanessa a dit que je faisais semblant pour éviter son concert de chorale, le directeur a commencé à prendre des notes frénétiquement. L'avocat de mes parents a essayé d'intervenir, mais le directeur a levé la main et m'a demandé de continuer. Alors, je lui ai raconté chaque incident dont je pouvais me souvenir. Plus tard cette semaine-là, Gabriella a appelé pour me parler de son entretien avec Vanessa, qui avait passé 2 heures à insister sur le fait que je simulais des maladies depuis que nous étions enfants. Vanessa avait donné toute cette chronologie de prétendus faux jours de maladie et de comportements de recherche d'attention. Mais lorsque Gabriella a demandé des détails, la plupart des dates ne correspondaient à aucune absence scolaire. Alors Gabriella a sorti mes dossiers médicaux de quand j'avais 12 ans, montrant que j'avais été hospitalisée pour une pneumonie sévère qui n'avait pas été traitée si longtemps qu'elle avait causé des dommages pulmonaires permanents. Apparemment, Vanessa est restée silencieuse quand elle a vu les radiographies thoraciques qui montraient les cicatrices, puis a essayé de prétendre qu'elle ne se souvenait pas de cet incident. La clinique pédiatrique a envoyé 15 ans de dossiers médicaux le lundi suivant, et le Dr Keller a passé tout son temps de déjeuner à les examiner avec une expression de plus en plus inquiète. Il a trouvé 7 fois différentes où j'étais allée avec des affections graves qui avaient progressé bien au-delà de la normale en raison d'un traitement tardif. Chaque fois correspondait à quelque chose d'important dans le calendrier de Vanessa, comme des récitals de danse, des compétitions ou des événements sociaux. Il m'a montré le schéma présenté sur son bureau avec des notes adhésives, marquant chaque incident et le retard correspondant dans le traitement. Mercredi, le Dr Deller avait rédigé cette opinion médicale de 5 pages, documentant comment le schéma de soins refusés aurait pu me tuer plusieurs fois au fil des ans. Il a inclus des copies de scanners pulmonaires montrant des cicatrices d'infections respiratoires non traitées et des analyses de sang montrant combien de fois j'avais lutté contre des infections graves sans antibiotiques adéquats. Son rapport déclarait qu'aucun enfant ne pouvait simuler le type de preuves physiques présentées dans mon dossier médical et que les retards de traitement constituaient une négligence médicale manifeste. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec des messages textes de mes 2 parents disant que si je ne disais pas au service de protection de l'enfance que j'avais exagéré,
Ils me couraient mon financement universitaire et s'assureraient que je n'ai nulle part où vivre quand j'aurai 18 ans. Les messages de papa sont devenus de plus en plus furieux, me traitant d'ingrate et disant que je détruisais notre famille pour un drame adolescent. J'ai tout capturé et je l'ai immédiatement transféré à Gabriella et à Ivy Serrano, l'avocate civile à laquelle Megan m'avait connectée la semaine précédente. Le lendemain matin, Ivy a déposé des documents pour une ordonnance de protection d'urgence au palais de justice, expliquant que cela fonctionnerait plus rapidement que d'attendre des accusations criminelles. Elle a dit que l'ordonnance empêcherait légalement mes parents d'interférer avec mes soins médicaux ou de me contacter au sujet de l'enquête en cours. Et comme nous avions leur texte menaçant comme preuve, le juge l'approuverait probablement rapidement. Je me suis assise à la table de la cuisine de Jenny ce week-end-là, avec un bloc légal jaune, et j'ai commencé à écrire chaque fois que je me souvenais d'être malade et de ce qui s'était passé. La première colonne avait la date, si je pouvais me la rappeler. La deuxième avait ce qui m'arrivait. La troisième avait ce que Vanessa faisait ce jour-là. Et la quatrième avait si j'avais reçu de l'aide ou non. Après 3 heures, j'avais écrit 4 pages en petits caractères, et le schéma était si évident qu'il me donnait la nausée. Chaque pièce de théâtre scolaire, chaque concours de danse, chaque événement social important pour Vanessa coïncidait avec un moment où je ne pouvais pas recevoir de soins médicaux. Je me suis souvenu de la fois où j'avais mal à la gorge pendant sa remise de diplôme de 8e année et que j'ai dû supporter toute la cérémonie avec 39,4 degrés C de fièvre parce qu'elle disait que je faisais semblant. La fois où je me suis cassé le poignet en tombant de mon vélo, mais que je n'ai pas pu aller aux urgences avant le lendemain parce que Vanessa avait une soirée pyjama et qu'elle ne voulait pas que l'attention soit portée sur moi. Chaque incident avait sa propre ligne sur ma chronologie. Et quand j'ai eu terminé, j'avais documenté 27 occasions distinctes en 4 ans où Vanessa m'a refusé des soins médicaux pour des blessures ou des maladies réelles. Mon téléphone a vibré avec un message vocal de Ted, et quand je l'ai écouté, sa voix tremblait, mais elle était claire en décrivant tout ce qu'il avait vu à la fête. Il a parlé de mes lèvres bleues, de mes ongles qui devenaient violets, de la façon dont j'haletais comme un poisson hors de l'eau, et surtout de la façon dont mon père a attrapé physiquement le bras de Jenny pour l'empêcher d'appeler le 911. Ted a dit qu'il enregistrait une vidéo pour le montage d'anniversaire de Vanessa et qu'il avait capturé une partie de cela sur son téléphone, y compris mon père disant qu'ils avaient d'abord besoin de la permission de Vanessa. 3 jours plus tard, j'étais assise dans un tribunal avec Ivy pour l'audience de l'ordonnance de protection et mes parents sont entrés avec un avocat à l'air cher dans un costume gris. Il a immédiatement commencé à soutenir qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée, qui n'avait pas sa place devant les tribunaux et que les parents avaient le droit de prendre des décisions médicales pour leurs enfants mineurs. La juge, une femme âgée avec des lunettes de lecture pendues à une chaîne, l'a regardé par-dessus ses lunettes et lui a demandé s'il soutenait sérieusement qu'un enfant devrait avoir l'autorité médicale sur un autre enfant. L'avocat a tenté de l'expliquer comme une décision parentale, mais la juge l'a interrompu et a demandé directement à mes parents s'ils avaient vraiment demandé à une fille la permission de l'autre pour utiliser un inhalateur lors d'une crise d'asthme. Ma mère a commencé à expliquer que Vanessa me connaissait mieux, mais le visage de la juge s'est durci à chaque mot. Après 40 minutes d'arguments, la juge a accordé l'ordonnance de protection, mais elle n'était pas aussi large qu'Ivy le souhaitait. J'ai obtenu le contrôle total de mes propres décisions médicales sans avoir besoin de la permission de personne. Et mes parents ne pouvaient me voir qu'avec la supervision de la protection de l'enfance ou d'un autre adulte approuvé. La juge a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu parler de parents déléguant des décisions médicales à un frère ou une sœur et que cela lui semblait profondément troublant, mais qu'elle ne pouvait pas accorder une ordonnance de contact total sans plus de preuves de préjudice direct. Cet après-midi-là, j'ai consulté mon téléphone et j'ai vu le discours d'Instagram de Vanessa sur la façon dont j'avais ruiné tout son avenir. L'agent de mannequin avait officiellement retiré son intérêt après avoir entendu ce qui s'était passé à sa fête, et elle me blâmait pour avoir détruit ses rêves avec mes recherches dramatiques d'attention. Les commentaires étaient brutaux. Cependant, avec des enfants de l'école qui la critiquaient pour m'avoir presque laissé mourir. Et j'ai remarqué que plusieurs de ses amis l'avaient désabonnée, dont 2 filles de son équipe de danse. Plus tard dans la semaine, Gabriella est venue chez Jenny avec un dossier épais contenant le rapport préliminaire de la protection de l'enfance. Je me suis assise sur le canapé et j'ai lu 15 pages d'entretien avec des témoins de la fête, des professionnels de la santé de l'hôpital et du personnel scolaire qui avaient remarqué des tendances inquiétantes au fil des ans. Le rapport utilisait des mots comme « négligence médicale grave » et « manque de protection » et a noté qu'aucun de mes parents n'a montré de compréhension de la dangerosité de leurs actions.
L'enquêteur a recommandé la participation continue de la protection de l'enfance avec des cours de parentalité obligatoires et des visites uniquement supervisées. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Reed Schwartz, le procureur adjoint, dans son bureau du centre-ville. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des cheveux noirs épais, et semblait fatigué alors qu'il expliquait que, bien que ce que mes parents avaient fait était certainement criminel, prouver qu'ils avaient l'intention de me tuer serait presque impossible. Il a dit que les accusations de mise en danger d'un enfant étaient beaucoup plus susceptibles de réussir, car il y avait des preuves claires qu'il m'avait mise en danger en me refusant des soins médicaux. Il m'a demandé d'écrire une déclaration d'impact de la victime et a dit que l'affaire prendrait probablement des mois à passer dans le système. Ce week-end-là, j'ai appris que mes parents avaient déposé une plainte auprès de la protection de l'enfance, alléguant que la famille de Jenny m'aliénait d'eux et m'empoisonnait contre ma vraie famille. L'accusation m'a fait trembler les mains de colère parce que la famille de Jenny m'avait littéralement sauvé la vie pendant que mes propres parents se tenaient là et me regardaient mourir. La mère de Jenny m'a serré dans ses bras quand j'ai commencé à pleurer et m'a dit de ne pas m'inquiéter car ils avaient toute la documentation de leur côté. Effectivement, Ivy m'a appelé 5 jours plus tard pour me dire que la plainte avait déjà été rejetée. La juge qui l'a examinée a noté que la protection de l'enfance m'avait placée dans la famille de Jenny pour des raisons de sécurité, basées sur des preuves médicales, et non pour manipulation ou aliénation. La juge a également ajouté une note selon laquelle déposer de fausses plaintes pourrait entraîner des accusations criminelles de harcèlement. La semaine suivante, je suis entrée dans le cabinet du Dr. Keller en apportant mon débitmètre de pointe et le journal que je tenais depuis 1 mois. J'enregistrais mes chiffres 3 fois par jour, exactement comme il me l'avait appris. Et l'amélioration était là, en noir et blanc. Mon niveau de base était passé de 250 à 380, et je n'avais pas eu une seule crise grave depuis que je prenais mon inhalateur d'entretien tous les jours sans avoir besoin de la permission de personne. Le docteur Keller a souri en voyant les tableaux et a dit que c'était exactement ce qu'il s'attendait à voir lorsque l'asthme est géré correctement, au lieu d'être ignoré jusqu'à ce qu'il devienne une urgence. 3 jours après ce rendez-vous, l'école m'a appelé au bureau principal pour l'audience du code de conduite concernant Vanessa. Je suis entrée dans la salle de conférence et j'ai vu le directeur assis avec 2 autres administrateurs derrière une longue table. Ils avaient un dossier épais ouvert avec des rapports dactylographiés et des déclarations de témoins d'enfants qui avaient vu Vanessa m'attraper dans le couloir la semaine dernière. Le directeur m'a demandé de décrire ce qui s'était passé et je leur ai dit comment elle m'avait acculée après la chimie et m'avait agrippé le bras si fort qu'elle m'avait laissé des marques. Je leur ai montré les photos que Jenny avait prises des ecchymoses qui étaient encore jaunes et vertes sur mon avant-bras. Ils ont tout noté et m'ont demandé si c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Je leur ai expliqué les autres fois où elle me suivait entre les cours ou m'empêchait de passer pour me crier dessus depuis que j'habitais chez la famille de Jenny. Le directeur adjoint a sorti d'autres papiers et a dit que 3 professeurs avaient signalé avoir vu Vanessa s'approcher de moi-même après qu'on leur ait dit de rester à l'écart. Ils ont dit qu'ils prenaient cela au sérieux en raison de la situation juridique en cours avec mes parents et qu'ils prendraient une décision dans 2 jours. Cette nuit-là, vers 23 ans, mon téléphone a vibré avec un message vocal du numéro de Vanessa. Je l'ai presque supprimé sans l'écouter. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer dessus. Sa voix tremblait et pleurait en disant qu'elle savait que j'étais vraiment malade à la fête, mais qu'elle ne pouvait pas laisser cela gâcher son grand moment avec l'agent de mannequin. Elle a continué à parler de la façon dont elle avait paniqué en me voyant devenir bleue et avait besoin que ce soit faux pour ne pas se sentir coupable de vouloir que sa fête soit parfaite. Elle a dit qu'elle ne voulait jamais que je meure, mais qu'elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait tort devant tout le monde. Mes mains tremblaient pendant que j'écoutais son aveu qu'elle savait que j'étais en train de mourir et que j'avais choisi de mentir à ce sujet de toute façon. J'ai immédiatement sauvegardé le message dans 3 endroits différents de mon téléphone et de mon ordinateur portable. J'ai envoyé des copies à Ivy et Gabriella, et elles ont lu en quelques minutes, car cela changeait tout. Vanessa venait d'avouer avoir sciemment refusé des soins médicaux lors d'une urgence qui m'a failli coûter la vie. Le lendemain matin, le Dr. Keller a appelé pour dire qu'il avait fini d'écrire sa lettre formelle pour le procès criminel. Il m'a lu des passages par téléphone expliquant comment refuser un médicament contre l'asthme lors d'une crise aiguë était une négligence médicale qui pouvait entraîner la mort. Il a utilisé des termes médicaux spécifiques sur l'insuffisance respiratoire et l'arrêt cardiaque qui ont fait que ce qui s'était passé sonnait aussi grave qu'il l'était vraiment. Il a dit qu'il avait déjà envoyé des copies à Reed et qu'il témoignerait en tant qu'expert si nécessaire. 2 jours plus tard, Reed a appelé alors que je faisais mes devoirs dans la cuisine de Jenny. Il a dit qu'ils avaient examiné toutes les preuves, y compris le message vocal de Vanessa, et qu'ils allaient engager des poursuites pour mise en danger d'un enfant, délit, contre mes parents.
Il a expliqué que les accusations graves étaient peu probables, car prouver l'intention était trop difficile, mais ces accusations signifiaient toujours des conséquences réelles. Il a dit que mes parents devraient comparaître devant le tribunal et pourraient encourir jusqu'à 1 an de prison, bien que cela soit peu probable pour des délinquants primaires. Il m'a demandé si j'étais d'accord avec ce niveau de responsabilité, et j'ai dit oui car c'était mieux que rien. La semaine suivante, j'ai dû me rendre à une conférence de cas de la protection de l'enfance dans leur bureau du centre-ville, où Gabriella était avec 2 superviseurs, et ils ont discuté des prochaines étapes pour mon cas. Ils ont suggéré une thérapie familiale avec une surveillance continue une fois que l'affaire pénale serait terminée. Je leur ai dit que je ne me sentais pas en sécurité en thérapie avec des personnes qui n'admettaient pas avoir fait quelque chose de mal. Je leur ai expliqué comment mes parents insistaient toujours pour dire qu'ils ne faisaient que suivre les règles de la maison et ne voyaient pas le problème. Les superviseurs se sont regardés et ont accepté de revoir la thérapie après la fin de l'affaire pénale. Ils ont dit que ma sécurité était la priorité et que forcer une thérapie avant que mes parents n'acceptent la responsabilité pourrait faire plus de mal que de bien. Plus tard cette semaine-là, Megan m'a appelé dans son bureau à l'école pour travailler sur quelque chose qu'elle a appelé un plan d'aménagement. Elle avait des formulaires étalés sur son bureau qui garantiraient que j'aurais toujours accès à mes médicaments à l'école. Nous avons écrit que je pouvais quitter n'importe quel cours si j'avais des difficultés à respirer sans avoir besoin de permission. Elle a ajouté que je pouvais porter mon inhalateur à tout moment et l'utiliser si nécessaire sans demander la permission de personne. Elle s'est assurée qu'aucun professeur ne pourrait remettre en question ou refuser ces aménagements, quoi qu'il arrive. Elle en a déposé des copies chez l'infirmière et tous mes professeurs et m'a donné une carte à porter qui expliquait mes droits. Ted m'a envoyé un texto ce week-end-là pour me demander si nous voulions parler de l'audience pénale. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'école et nous nous sommes assis à une table dans un coin. Il a dit qu'il voulait témoigner de ce qu'il avait vu à la fête, mais il ne savait pas si je voulais qu'il soit impliqué. Nous avons eu une conversation gênante sur la façon dont Vanessa l'avait également manipulée, mentant sur le fait que j'étais jalouse et dramatique. Il m'a montré des textos où elle l'avait convaincu que je faisais semblant d'être malade pour attirer l'attention au fil des ans. Nous avons convenu qu'il devrait se concentrer uniquement sur les faits de ce dont il a été témoin à la fête, comme mes lèvres bleues et le fait que mon père avait essayé d'empêcher Jenny d'appeler le 911. La conversation était étrange, mais nécessaire, et nous savions tous les deux que son témoignage pourrait aider l'affaire. Quelques jours avant l'audience, j'ai rencontré Gabriella et Ivy dans le bureau d'Ivy. Je leur ai dit que je voulais témoigner à l'audience pénale, mais pas en tant que victime. Je voulais parler en tant que personne qui dit la vérité sur ce qui m'était arrivé. Elles m'ont aidé à pratiquer ce que je dirais sans me faire sentir faible ou brisée. Gabriella m'a rappelé de m'en tenir aux faits, et Ivy m'a montré comment rester calme si l'avocat de la défense essayait de m'agiter. Nous avons répété ma déclaration encore et encore, jusqu'à ce que je puisse la dire sans pleurer. La semaine suivante, pendant le cours de gym, j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine. Au lieu de paniquer, j'ai immédiatement utilisé mon inhalateur et sorti mon débitmètre de pointe. J'ai soufflé dedans et j'ai vu que mes chiffres baissaient, mais pas encore dangereusement bas. J'ai dit à l'enseignante que j'avais besoin de m'asseoir et de surveiller ma respiration. J'ai utilisé mon inhalateur à nouveau après 5 minutes et j'ai continué à vérifier mon débit de pointe toutes les quelques minutes. En 15 minutes, mes chiffres étaient revenus à des niveaux sûrs et l'oppression avait disparu. Le professeur de gym a observé le tout et m'a dit que je l'avais géré parfaitement. Elle a dit qu'elle était impressionnée par mon calme et ma préparation. J'ai réalisé, en rangeant mon inhalateur dans ma poche, que je n'avais plus peur parce que j'avais enfin le contrôle de mon propre corps et de ma santé. 3 jours plus tard, je marchais vers ma voiture après l'école quand j'ai vu la camionnette de mes parents garée juste à côté de la Honda de Jenny. Mon estomac s'est serré quand ils sont sortis et ont commencé à marcher vers moi, même si l'ordonnance de protection disait qu'ils ne pouvaient pas s'approcher à moins de 15 mètres. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la ligne de conformité qu'Ivy m'avait fait enregistrer, en leur disant exactement où j'étais pendant que mes parents continuèrent de s'approcher. Maman pleurait et papa continuait de dire qu'il voulait juste parler pendant 5 minutes. Mais j'ai continué au téléphone et j'ai reculé vers l'entrée de l'école. En 4 minutes, 2 agents de sécurité sont sortis en courant et se sont interposés entre mes parents et moi, pendant que l'un d'eux documentait tout sur son téléphone. Papa a essayé d'expliquer que c'était de mes parents et qu'ils avaient le droit de me voir. Mais l'agent lui a parlé de l'ordonnance de protection déposée à l'école. Ils ont dû partir, sinon la police du campus les aurait arrêtés pour violation de propriété privée et violation d'ordonnance. Le lendemain matin, Vanessa m'a trouvé à mon casier et a commencé à crier sur la façon dont j'avais ruiné toute sa vie
et lui avait coûté le contrat de mannequin pour lequel elle travaillait depuis le lycée. Les élèves se sont arrêtés pour regarder pendant qu'elle criait que j'étais jalouse et que je voulais ruiner tout ce qui était bien dans sa vie, comme je l'avais toujours fait. Je ne lui ai rien répondu. J'ai juste levé mon téléphone pour l'enregistrer pendant qu'elle continuait de crier que tout le monde à l'école pensait qu'elle était un monstre. Maintenant, quand elle est finalement partie enragée, je suis allée directement au bureau du directeur et je lui ai montré la vidéo, en lui expliquant que Megan m'avait appris à tout documenter. Il a dit que c'était le 3e rapport d'incident concernant Vanessa cette semaine et a convoqué une audience disciplinaire d'urgence pour cet après-midi-là. L'audience a duré 2 heures avec le directeur adjoint et 3 professeurs examinant tous les incidents documentés, ainsi que les déclarations de témoins d'élèves qui avaient vu Vanessa maculée plusieurs fois. Ils ont décidé de la suspendre de toutes les activités extrascolaires, y compris le conseil étudiant et le club de débat, et ont émis une ordonnance officielle de non-contact qui signifiait qu'elle ne pouvait pas s'approcher de moi n'importe où sur la propriété de l'école. Si elle la violait une seule fois, elle serait immédiatement suspendue et potentiellement expulsée, ce qui signifiait que j'avais enfin un endroit où je pouvais me sentir en sécurité loin d'elle. Reed m'a appelé ce week-end-là pour me dire qu'il avait officiellement déposé des accusations de mise en danger d'un enfant, délit, contre mes parents, et qu'il avait besoin que je prépare une déclaration d'impact de la victime pour le tribunal. J'ai rencontré Ivy dans son bureau du centre-ville, où nous avons passé 3 heures à écrire et réécrire ma déclaration jusqu'à ce qu'elle se concentre uniquement sur les faits, sans devenir trop émotionnelle. Nous avons pratiqué sa lecture à voix haute encore et encore, Ivy chronométrant et m'aidant à ralentir quand je commençais à précipiter les parties difficiles. Elle m'a appris à faire des pauses et à respirer entre les sections et à regarder le juge au lieu de garder les yeux sur le papier tout le temps. 2 semaines plus tard, nous sommes tous allés au palais de justice pour la lecture des chefs d'accusation, où mes parents devaient plaider coupables. Ils étaient à la table des accusés avec leur avocat, pendant que le procureur lisait les accusations de refus de soins médicaux à un mineur en connaissance de cause à leur charge. Lorsque le juge leur a demandé comment ils plaidaient, tous deux ont dit « non coupable », avec des voix qui semblaient tant plus petites que je ne les avais jamais entendues. Vanessa était assise dans la galerie derrière eux, pâle et moins de 16 ans. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval au lieu de ses boucles parfaites habituelles. Elle ne cessait de me regarder comme si elle me voyait pour la première fois comme une personne réelle, au lieu d'être juste la jumelle qui était censée rester dans son ombre. Le juge a fixé le procès pour 6 semaines plus tard et a rappelé à mes parents qu'ils ne pouvaient toujours pas me contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats. 1 mois plus tard, je me tenais au pupitre dans la salle d'audience en lisant ma déclaration. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû me tenir au bord pour rester droite. J'ai expliqué la règle de la permission en termes simples, comment elle avait commencé quand j'avais 12 ans et que Vanessa avait décidé que j'avais fait semblant d'être malade à son récital. J'ai décrit le jour de la fête, en lisant mes notes sur l'incapacité de respirer et mes parents refusant d'aider même quand je devenais bleue. Ma voix s'est brisée quand je suis arrivée à la partie sur la mort pendant 4 minutes, mais j'ai continué, me renforçant à chaque mot jusqu'à ce que je parle clairement de ce qu'il m'avait fait. La salle d'audience était complètement silencieuse, à l'exception de ma voix et de ma mère qui pleurait doucement à la table des accusés. Après 3 jours de témoignages de Jenny, Ted et plusieurs invités à la fête, ainsi que des preuves médicales du Dr Keller sur mes poumons cicatrisés par des années d'infections non traitées, l'avocat de mes parents a demandé à rencontrer le procureur. Ils ont conclu un accord de culpabilité dans lequel mes parents plaideraient coupables d'une accusation mineure en échange de 18 mois de cours de parentalité obligatoire et de surveillance de la conformité au lieu d'une peine de prison potentielle. Ce n'était pas la peine maximale, mais cela signifiait qu'ils devaient admettre leur culpabilité, et cela resterait dans leurs antécédents judiciaires pour toujours, affectant toute future demande d'emploi ou de logement. Le juge a approuvé l'accord, mais a ensuite ajouté quelque chose d'extra, en élargissant mon ordonnance de protection pour déclarer spécifiquement en langage juridique que Vanessa n'avait aucune autorité sur mes décisions médicales pour toujours. L'ordonnance stipulait que ma santé et mes soins médicaux étaient ma seule responsabilité et mon seul droit, et toute tentative de membre de la famille d'interférer serait considérée comme une violation. 2 semaines après la fin du procès, Gabriella est venue chez Jenny pour notre dernière réunion intensive, où elle a dit que la protection de l'enfance fermait la phase active de l'enquête. Ils étaient satisfaits que j'étais en sécurité et en plein essor avec la famille de Jenny, mais ils feraient des contrôles périodiques pendant l'année prochaine et avaient organisé des références à des thérapies si je le souhaitais. Elle m'a donné un dossier avec toute la documentation de l'affaire et son numéro direct si jamais j'avais à nouveau besoin d'aide.
Ce soir-là, au dîner, les parents de Jenny ont dit que la période de placement d'urgence était techniquement terminée. Mais ils voulaient que je sache que j'étais la bienvenue pour rester le reste de l'année scolaire, et même jusqu'à la remise des diplômes si je le souhaitais. La mère de Jenny m'a pris la main et m'a dit que j'étais devenue une seconde fille pour eux et qu'ils ne pouvaient pas imaginer que je parte maintenant. J'ai dit oui immédiatement parce que, même si nous n'étions pas liés par le sang, ils m'avaient montré plus d'amour familial réel en 3 mois que ma famille biologique ne m'en avait montré en 16 ans. 3 mois se sont écoulés plus vite que je ne m'y attendais, et soudain, j'étais assise dans le cabinet du docteur. Quelle heure pour mon rendez-vous de suivi, le regardant ouvrir les résultats de mes tests sur son écran d'ordinateur. Il a souligné les chiffres qui montraient que ma fonction pulmonaire était passée de 60% à près de 90%, simplement en prenant mes médicaments tous les jours comme je le devais. Les graphiques d'amélioration ressemblaient à des pentes de montagne ascendantes. Et il les a imprimés pour que je les garde pendant qu'il expliquait comment un traitement constant avait inversé la plupart des dommages causés par des années d'attaques non traitées. Il a rédigé des ordonnances pour 3 mois de tout ce dont j'avais besoin et s'est assuré que j'avais des inhalateurs de secours pour la maison, l'école et la voiture de Jenny. De plus, il m'a donné des espacements supplémentaires et m'a montré le calendrier de nettoyage approprié pour prévenir les infections. Le lendemain, Megan m'a appelé dans son bureau à l'école, où il y avait des boîtes de dossiers et une étiqueteuse étalée sur son bureau, prête à m'aider à organiser tout ce qui était important. Nous avons passé 2 heures à construire ce qu'elle a appelé mon dossier de sécurité, en mettant les dossiers médicaux dans une section, les documents juridiques dans une autre, les contacts d'urgence dans une 3e, avec des onglets pour tout, des cartes d'assurance aux références de thérapie. Elle a photocopié mon ordonnance de protection 3 fois pour que je puisse en garder des copies à différents endroits et m'a aidé à tout scanner sur une clé USB comme sauvegarde pendant qu'elle parlait des demandes d'admission à l'université et de la façon dont de nombreux survivants utilisent leurs expériences et leurs déclarations personnelles. Nous avons recherché des opportunités de bourse pour des difficultés médicales, et elle m'a donné des brochures pour des écoles avec de bons systèmes de soutien pour les étudiants atteints de maladies chroniques, en marquant celles qui avaient de solides programmes de premier cycle, car je l'avais envisagé dernièrement. Ted m'a envoyé un texto ce week-end-là pour me demander si nous voulions déjeuner au restaurant près de l'école. Juste nous deux, sans mention de Vanessa, ni du procès, ni de quoi que ce soit de lourd. Nous nous sommes assis dans une cabine en mangeant des hamburgers et avons parlé de choses normales comme sa saison de football et mon projet scientifique. Nous avons établi des limites claires, nous ne discuterions pas de ma sœur ni de ce qui s'était passé à la fête. Ce n'était pas la même amitié facile que nous avions quand nous étions enfants, construisant des forts dans mon jardin. Mais c'était honnête et réel, et il vérifiait si j'avais mon inhalateur avant d'aller quelque part. Et j'appréciais vraiment qu'il se soucie assez pour demander. Mon téléphone a vibré pendant le cours de chimie avec un message de Vanessa disant qu'elle savait qu'elle avait commis quelques erreurs et qu'elle avait peut-être mal géré les choses. Bien qu'elle n'ait pas vraiment dit « désolé » ni admis m'avoir presque tué, j'ai regardé le message pendant un long moment, mon doigt sur le bouton de réponse. Mais ensuite, je l'ai supprimé sans répondre parce que protéger ma paix était plus important que d'avoir le dernier mot ou d'essayer de lui faire comprendre ce qu'elle avait fait. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine de Jenny avec un carnet et j'ai écrit une déclaration personnelle pour mon dossier de sécurité, déclarant clairement en mes propres mots que toutes les décisions médicales étaient uniquement les miennes. J'ai énuméré chaque document juridique qui le soutenait, de l'ordonnance de protection aux conclusions de la protection de l'enfance et aux résultats de l'affaire pénale. Ressentir le pouvoir de mettre mon autonomie médicale par écrit, là où personne ne pourrait jamais la remettre en question, m'a donné de la force. La déclaration a pris 3 pages et j'en ai fait 5 copies. J'en ai gardé une dans mon sac à dos, une dans mon casier, une dans le dossier de sécurité, une dans le cabinet du médecin et une avec Megan, m'assurant que je ne serais jamais sans preuve de mes droits. En regardant ma vie 3 mois après avoir été morte pendant 4 minutes, j'avais une protection juridique qui tenait ma famille à distance, un logement stable avec des personnes qui se souciaient vraiment de moi, des soins médicaux adéquats de médecins qui écoutaient et des amis qui privilégiaient ma sécurité avant les sentiments de qui que ce soit. Le traumatisme ne s'est pas effacé et ne s'effacerait probablement jamais complètement, mais je n'étais plus coincée dans une maison où ma jumelle décidait si je vivais ou mourais en fonction de son humeur. La mère de Jenny a frappé à ma porte samedi matin en disant que nous allions faire des courses pour des fournitures médicales qui étaient uniquement les miennes. Pas partagées, pas empruntées, ni cachées, où je ne pouvais pas les atteindre. Nous avons conduit dans 3 magasins différents. Trouvant le débitmètre de pointe parfait en violet, ma couleur préférée,
ainsi qu'un kit complet avec des inhalateurs supplémentaires, des espacements, des masques de nébulisation et une boîte verrouillable pour tout ranger, de sorte que je n'aurai jamais à demander la permission de respirer à nouveau. Elle m'a aidé à installer une station médicale dans ma chambre avec tout étiqueté et organisé. Elle a même acheté un mini-réfrigérateur pour mes médicaments liquides, répétant sans cesse que ces choses étaient à moi et que je ne devrais jamais les supplier. Nous avons obtenu un bracelet d'alerte médicale gravé de mes conditions et de mes contacts d'urgence, ainsi qu'une carte pour mon portefeuille avec mon plan d'action qui ne mentionnait pas la nécessité d'une approbation de qui que ce soit, juste mon propre jugement sur mon corps. La liberté d'avoir mes propres fournitures médicales semblait plus grande que tout le reste. Comme si je pouvais enfin faire confiance au fait que j'aurais toujours ce dont j'avais besoin pour rester en vie, sans dépendre de la permission de quelqu'un d'autre. Mon asthme était sous contrôle pour la première fois depuis l'école primaire. J'étais en sécurité avec la famille de Jenny qui me traitait comme une vraie fille. Et j'avais même commencé à travailler sur les demandes d'admission à l'université, avec des essais sur la façon de surmonter la négligence médicale et de trouver ma voie. Il s'avère que lorsque vous pouvez respirer librement sans que quelqu'un ne vous serre la gorge, littéralement avec de l'oxygène et figurativement avec du contrôle, tout le reste devient possible, y compris les rêves que je ne me suis jamais laissé imaginer auparavant. Tout ce voyage que nous avons partagé m'a vraiment touchée à un niveau plus profond, et je suis sincèrement reconnaissante de m'avoir laissé être ici avec vous tous. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez un commentaire. J'adore lire tous vos commentaires.